dit défaut d'autorisation prétendument prévu à l'article 115, à l'article 15 alinéa 1er, un élément constitutif essentiel de la constitution d'incrimination, alors que la disposition de renvoi, article 15 alinéa 1er, ne prévoit pas pareille autorisation et se réfère à l'alinéa précédent qui n'existe pas. À ces propos, ici est de rappeler le caractère strict de l'interprétation en droit pénal et ses exigences excluant toute analogie ou intelligibilité de la loi. Troisième tiré, l'article 140 renvoie in fine aux articles 4, 22 du même texte en ce qui concerne les arbitrages institutionnels quant à la modification du statut des terres. Cependant, seul l'article 4 évoque de tels arbitrages, l'article 22 est donc étranger. Secundo, plusieurs dispositions qui renvoient à la prise de mesures de mise en œuvre omettant d'en indiquer l'autorité compétente et ou d'en préciser la qualification juridique formelle. C'est le cas notamment des articles 55 et 89. Tertio, certaines dispositions ont un contenu identique, si pas similaire. C'est le cas des articles 27 et 57. Il serait donc judicieux, du point de vue de la légistique, Gaspard, Chilumbaï, Mayo, beaucoup d'autres ici, le professeur émérite Mbosso, voilà, vous dites bien, le prof Ndjoli, vous savez que c'est toute la loi à ce moment-là qui est touchée, que l'article 27 qui détermine la compétence des autorités appelées à adopter des mesures d'affectation des terres se limite à la compétence et fasse un renvoi à l'article 57 en ce qui concerne les différentes affectations qui en retient d'ailleurs 12 contrairement à l'article 27 qui n'en retient que 11. Soit, alors l'article 57 devrait faire le renvoi à l'article 27. Eu égard à l'importance de cette loi et par souci d'assurer les objectifs de sa stabilité, sa lisibilité et son intelligibilité, je sollicite, c'est le président de la République qui parle, une seconde délibération par les deux chambres du Parlement ayant statué sur le texte objet du renvoi afin de rendre plus adéquate son écriture et faciliter ainsi l'application aisée de cette réforme attendue de tous. Rendre plus aisée son écriture. On vous a dit seulement dans les 8 points là où veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée, merci, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le 4 décembre 2023. Et quand vous allez dans la Constitution de la République, c'est l'article 137, Joly 138, 137. 137. Dans un délai de 15 jours de la transmission, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi, oui, le président peut demander. Et demander à qui? À l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a une nouvelle délibération de la loi, c'est toute la loi qui est concernée à ce moment-là, ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Alors vous voulez la refuser? Merci beaucoup. Voilà, honorable Ndjoli. C'est pourquoi, honorables députés et chers collègues, tout en retenant les interventions pertinentes de l'honorable Ngwanda et de l'honorable Ngondankoy, je voudrais que vous puissiez accéder
à la requête de la présidente de la commission aménagement du territoire, nouvelles technologies, et pour lui permettre de finaliser ce travail, nous l'amener en plénière pour que la PAJ puisse y mettre la touche des juristes. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Madame la présidente de la commission, vous êtes autorisée à finaliser rapidement parce que le ministère de l'aménagement du territoire doit avoir sa loi. Je trouve que c'est juste comme ça. Et donc, vous devez travailler. Oui, le président Bosso est en train de me souffler que bon, la commission PAJ peut consulter ou travailler ensemble, commission aménagement avec la commission PAJ. Comme ça, on va gagner du temps. La demande du doyen ne se refuse pas, n'est-ce pas? Ok. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux honorables députés. Chers collègues, le 5e point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. C'est ici que je voudrais demander à la plénière d'accéder à la motion de l'honorable Eliezer, parce qu'il s'agit d'un code très sensible, volumineux, et en même temps, les députés veulent s'assurer qu'ils ont bien lu, ils ont eu le temps de lire ça, et que ces lois soient faites. Honorable Sakata, je suis en train de vous donner les conclusions de la conférence de présidents. Et donc, vous allez réagir, c'est la loi de la République de toute façon. Et la République a besoin d'avoir un code pénal qui a été suffisamment examiné à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est de un. Mais cette réforme date de lustres, puisque je me souviens. Et en même temps, nous avons une commission nationale de réforme. L'honorable Sakata, si nous avions eu des débats aujourd'hui, il était la motion de l'honorable Eliezer qui est pertinente. Je lui aurais tout simplement posé la question de savoir si en amont il avait travaillé avec cette commission de réforme, avec les institutions concernées, pour que ces institutions aient aussi le temps d'enrichir son texte. C'est dont je ne doute pas. Je sais qu'il a fait ce travail-là, mais aujourd'hui, c'est ma question de donner du temps aux députés de s'en imprégner. Honorable Sakata a demandé une motion pour réagir avant que je ne revienne vers la plénière. C'est votre droit, honorable Sakata, vous avez la parole. Honorable Président, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. D'entrée du jeu, je voudrais d'abord faire observer que l'option que vous évoquez, celle de faire renvoyer cette proposition de loi, pour le motif, faire renvoyer, je veux dire, l'examen de cette proposition de loi au motif de la motion du collègue Eliezer me semble être discriminatoire. Discriminatoire. Attendez un instant. Je ne peux pas accepter ce genre de concept. Est-ce que vous avez un intérêt particulier? Ce n'est pas la loi pour régir votre maison. C'est un code de la République démocratique du Congo. Je vais en venir, Président. Non, attendez un instant. Le thème que vous avez utilisé est très dangereux. Discriminatoire par rapport à quoi? Qu'est-ce que je gagne
en donnant un peu de temps ou en faisant examiner ça tout de suite et maintenant. Qu'est-ce qui urge là, qui ne peut pas attendre mardi ou mercredi pour que les gens puissent se pencher sur ça? C'est tout simplement ce qu'on a demandé et c'est vous qui allez présenter ça ici devant cette tribune, pas quelqu'un d'autre. Quand vous parlez de discriminatoire, je voudrais que vous retiriez ce mot-là, trouvez autre chose. Ok, merci, Honorable Président. J'ai cherché l'équivalent, je n'en trouvais pas, je le retire. Bon, allez-y. Je le retire. Alors, je le disais uniquement parce que nous avons ici reçu plusieurs rapports qui ont été distribués aujourd'hui. Nous avons même entendu la présidente de la commission aménagement qui a lu un rapport qui n'a pas été mis à notre disposition. C'est pour ça que évoquer ces motifs ne me semble pas cohérent. Voilà. Mais, comme vous le savez, Honorable Président, ce sont des lois de la République. J'en ai fait autant les années antérieures, les gens ne savent même pas que c'est moi qui les ai faites. Ici, je voudrais attirer votre particulière attention, Honorable Président, et parce que vous l'avez dit, vous me demandez en quelque sorte d'aller me ranger derrière la commission des réformes du droit congolais pour travailler avec eux. Non, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Honorable Sakata, attends un instant. Le rôle des députés nationaux. Attends. Les députés nationaux, ce n'est pas un dieu ici au Congo. Quand on parle de collaboration interinstitutionnelle, ça existe. Je m'ai entendu, Honorable Président. Je ne vous ai pas dit que vous avez obligation. Je vous ai dit que je suppose que dans le processus d'élaboration de votre proposition, c'est la moindre des choses, c'est l'élégance même, que vous avez tenu compte du fait qu'il y a une commission de réforme qui fonctionne là-bas au niveau du pouvoir judiciaire. Et ça, c'est vous demandez d'aller vous agenouiller, non? Non, Honorable Président, là, je ne veux pas discuter avec le bureau. La remarque fondamentale que je voudrais faire savoir, c'est que la réforme du droit judiciaire concerne toutes les lois. Et si nous devons aller sur cette voie, cela veut dire que nous n'allons plus proposer des lois ici, nous allons attendre le travail de la commission des réformes. Et je le dis parce que j'ai des éléments utiles qui me font savoir que les membres du gouvernement, auprès de qui on avait envoyé la proposition pour son avis, l'ayant constaté, certainement tentent de prendre le contenu pour verser dans une réforme qui est tout à fait légitime. Mais en agissant ainsi, nous nous mettons donc en danger parce que désormais, tout député qui présentera une proposition de loi qui ira là-bas, un membre du gouvernement pourrait dire que oui, évidemment, moi, je prends ça pour moi et vous allez attendre. Bon. C'est sur ce principe que je ne veux pas me mettre d'accord avec Honorable Sakata, c'est facultatif. Si vous estimez que la commission des réformes ne vous dit rien, n'allez pas les voir. Répondez sur la question du délai dont les députés ont besoin pour s'imprégner de la matière que vous maîtrisez. C'est ça la question. Alors vous voulez vous cacher derrière la commission des réformes? Non. Les délais qu'on demande de lire, c'est 2 jours, 1 jour. Si ça a été distribué aujourd'hui même, n'est-ce pas? Okay, ce n'est pas la faute du rapporteur. Nous faisons des acrobaties terribles pour multiplier les textes. Honorable Président, je crois en votre parole. C'est vous qui reviendrez ici pour présenter ça. Je crois en votre parole parce que d'un point de vue politique, l'on peut analyser ça comme étant, je ne mets pas ça à votre dos, comme étant une tentative, une manière de renvoyer sine die sous ce prétexte et de ne plus jamais les mettre sur le programme. Je ne suggère pas que c'est ça, mais cela me tique un peu du cœur en fait. Si vous aviez dit qu'on renvoie toutes les affaires qui étaient dans l'ordre du jour aujourd'hui pour ces motifs évoqués par les collègues, je comprendrais. Je le comprendrais. Mais en dehors de ça, je dis bien, la loi ne m'appartient pas. La loi, c'est pour la République. Si vous estimez qu'elle peut te renvoyer sine die ou en une semaine... Honorable Sakata, vous pouvez rester d'abord là-bas au micro. Comment? Restez là-bas où vous êtes. Est-ce que, chers collègues, nous avons examiné le rapport de Caroline Bemba aujourd'hui? Est-ce que nous n'avons pas renvoyé ça pour approfondissement? Mais il a présenté. Ça a été présenté. Bon, ça a été présenté. Et honorable Sakata, vous voulez dire que votre loi, le code pénal, sérieusement parlant, a la même valeur que la loi sur l'aménagement du territoire? Ça, c'est la vie.
le code pénal, ça c'est important. Je sais pas, j'ai vu l'honorable Mayo lever, c'était l'honorable Mayo. Honorable Sakata, il n'y a pas de discrimination, on va se mettre d'accord et vous allez présenter votre texte. Merci, mais c'est question de délai, tout simplement que les députés lisent. Personne ne va vous arracher votre loi. Je m'incline, honorable président. D'ailleurs, vous devriez nous remercier, nous, de l'avoir aligné, puisque nous l'avons trouvé dans les arriérés. C'est un devoir du bureau, monsieur l'honorable président. C'est un devoir du bureau. Merci, honorable Sakata. Allez, merci beaucoup. Honorable Baudouin Mayo, vous avez la parole. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Mon souhait le plus ardent est que nous soyons méticuleux et que nous puissions nous aligner strictement au règlement intérieur pour tout. Ceci nous éviterait de problèmes. Parce que ce rapport-là, honorable Président, si vous l'avez lu, mais il n'appelle même pas de débat. C'est seulement question de remplacer servitude pénale par emprisonnement. C'est des remplacements, il n'y a rien là-dedans. On peut traiter facilement de ce rapport-là que du rapport de la commission dirigée par le professeur Gonakoy. Mais oui, la réforme alors. Alors, moi je voudrais, sauf s'il y a des contraintes de temps du côté de notre bureau, je voudrais vous rassurer, honorable président, que vous n'allez pas avoir peur, ne craignons rien, c'est pénal bien sûr, mais c'est la forme. Il n'y a rien au fond. On va seulement prendre notre gomme, nous effaçons servitude pénale, nous remplaçons emprisonnement. Nous prenons la gomme, nous enlevons servitude, travaux forcés. Il n'y a que ça comme travail. Donc il n'y a pas de réforme. Et nous allons gagner. L'Assemblée aura vidé une matière. Nous allons gagner encore que, honorable président, la motion de notre collègue Eliezer n'a pas été adoptée parce qu'elle n'a pas été mise aux voix. Donc, moi je voudrais proposer, vous suggérer d'accepter qu'on avance. Nous allons sortir de cette salle aujourd'hui, gagner en ayant adopté une loi de plus, une loi tout simplement formelle. Il n'y a rien là-dedans. Tout simplement formelle. Rien par rapport à la sauvegarde des droits des personnes. Par rapport à ça, il n'y a aucun changement. Mais s'il y a des contraintes par rapport au bureau, mais nous nous inclinons, nous pouvons revenir demain ou après-demain. S'il y a des contraintes, si le bureau a des contraintes, parce que c'est le bureau qui nous gère. J'ai déjà compris, honorable Mayo. Je vous en prie, honorable, vous me comprenez toujours très vite. Merci. Un instant. Madame, merci beaucoup pour votre intervention. Personne n'a dit ici qu'on va rejeter le code, le projet de code de l'honorable Sakata. Moi, je ne savais pas qu'il s'agissait de gommer un terme pour ajouter un autre. Alors, mais ça date depuis plus de 10 ans ou je ne sais pas combien d'années. Alors pourquoi on n'a pas gommé tout de suite à ce moment-là? Non, il ne faut pas crier pendant que je parle, s'il vous plaît. Donc, quand on gomme ceci, on ajoute cela, ça va nous prendre 1 minute. Mais considérez que les députés qui sont là ne sont pas juristes comme vous-même, Maître Mayo, ne sont pas anciens. Il y en a qui sont plus de la moitié. Les députés sont dans leur première législature. C'est aussi l'occasion qui est donnée aux députés de s'imprégner de ce code pénal de notre pays. Puisque nous aurons beaucoup de questions qui auront trait aux droits des citoyens congolais, la vie étant sacrée. Et donc tout cela, c'est même, je crois, l'épine dorsale de nos cours et tribunaux pour éviter l'arbitraire. Mais sinon, si l'Assemblée plénière estime qu'elle a lu du début à la fin et elle a identifié là où il faut gommer ou dégommer, nous pouvons continuer. Mais moi, je suppose que nous ne perdons rien en étant prudents,
en toute sérénité, lundi ou mardi, nous adoptons ce code et ça sera présenté par le même député, l'honorable Sakata. Ça, c'est de deux. Notez quand même que c'est votre bureau qui est allé déterrer cette initiative de l'honorable Sakata. Honorable Sakata, ça fait depuis combien de temps que vous avez déposé ça? C'est depuis juin 2020. Vous devez quand même nous dire merci puisque nous avons eu le courage de vous le distribuer. Alors quand il parle de discrimination, mais pourquoi on n'a pas gommé depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui? C'est qu'autour de cette loi, attendez, honorable Sakata, c'est qu'autour de cette loi, vous venez de me révéler ce que moi-même j'ignorais. Il doit y avoir des petits problèmes politiques ou d'ego. Et vous savez qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'a priori, nous n'avons pas d'agenda caché, mais je voudrais seulement vous rappeler à vous-même et informer la plénière que j'ai sous mes yeux votre lettre qui m'a permis de déterrer votre proposition. Et c'est moi qui vous avais demandé de m'écrire. Vous ne vous rappelez même plus de la date. Vous avez écrit le 31 mai 2024 et cette loi, nous venons de l'aligner alors qu'il y en a d'autres moins complexes que celle-ci qui ne sont pas encore alignées. On a adopté le calendrier la semaine passée et voilà que nous jugeons que votre proposition de loi est prioritaire. C'est cela, je voulais vous rassurer. Et avec ça, je n'engage plus de discussion. Je voudrais... je suis discriminatoire effectivement en faveur de l'honorable Sakata. Et donc, je voudrais solliciter de la plénière que les députés aient au moins 48 heures parce que nous n'allons pas travailler samedi et dimanche, pour s'imprégner de ces codes. Est-ce qu'on peut adopter cela? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ah non, Sakata était contre. Qui sont contre? Honorable Sakata, non. Même vous, il y a quand même quelques contre ici. Hein. Même vous, au bureau, là-bas il y a aussi des contre. Bon, arrondissons les contre, sont 15. Qui s'abstiennent? 8 personnes. Alors, nous donnons du temps aux députés pour lire et vous allez donc nous prouver que vous avez lu effectivement. Ne demandez pas du temps pour aller dormir les week-ends et quand vous revenez, on aligne encore de nouveau, vous dites non, nous ne sommes pas prêts. Cette fois-là, je crois, l'honorable Lézer, vous n'allez pas intervenir pour demander un nouveau délai. Merci beaucoup pour la compréhension dont a fait montre l'honorable Sakata et l'honorable Mayo. Nous allons effectivement, Baudouin, la prochaine séance est gommée, ce qui est à gommer. Et donc ça va nous éviter beaucoup d'interventions aussi. Puisque vous allez dire que c'est facile, mais vous allez voir comment les juristes vont défiler devant ces micros pour parler. Des codes, oui, c'est complexe. Merci, ça me permet aussi de m'imprégner de ces codes-là. Merci, honorables députés et chers collègues. Honorables députés, chers collègues, comme l'exige la procédure prévue de ça, nous avons déjà parlé de ça. Oh là là. Nous voulons remercier les honorables députés pour ce délai qu'ils viennent d'accorder à la plénière. Et je ne pense pas que nous ayons encore d'autres matières à traiter aujourd'hui. Oui.
Honorables députés, chers collègues, nous avions inscrit à l'ordre du jour aussi de notre séance d'aujourd'hui la présentation du rapport de gestion financière de l'Assemblée nationale. À ce sujet, je tiens à préciser que l'article 147, alinéa 6 de notre règlement intérieur, fait obligation au bureau de présenter à l'Assemblée plénière le rapport de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans les 30 jours après l'ouverture de la session ordinaire de mars. Et cette obligation devrait être fière. Notre institution qui est chargée de contrôler les autres institutions se laisse contrôler elle-même par une commission ad hoc. Et donc, quand nous allons contrôler ces institutions, on nous accuse de vouloir c'est-à-dire un acharnement. Alors que c'est ça notre travail habituel. Donc, prêchons par l'exemple et rejoignons Godem Poï qui a dit que la Cour des comptes fait la reddition des comptes pour tout le monde, sauf pour elle-même. L'Assemblée nationale contrôle et les bureaux se laissent contrôler par la même Assemblée nationale. Et cela dit, non, il n'y a pas à craindre pour le huis clos. Parce que le rapport de Madame la questeur va vous présenter le contexte général, va vous présenter les grandes rubriques de notre budget de l'Assemblée nationale, la manière dont ça a été exécuté. Et en commission, une commission sera mise en place qui va approfondir, qui va entrer en contact avec les services de Madame la questeur et de comptabilité pour nous apporter un rapport complet. À ce moment-là, nous pouvons décréter le huis clos. Vous savez très bien, avec les réseaux sociaux, on nous attribue le confort que nous n'avons pas. Et on nous attribue le confort que nous n'avons pas. Beaucoup oublient que les députés et les bureaux, j'allais dire l'institution, Assemblée nationale, tout comme le Sénat, en tout cas je connais les chiffres de l'Assemblée nationale, nous avons été amputés de près de 50% de nos ressources, soit aussi bien en rémunération qu'en fonctionnement. Et donc il est temps que nous puissions, dans une grande transparence, aussi présenter les chiffres que nous avons manipulés. Il n'y a pas de peur à avoir vis-à-vis de cela. C'est ça la transparence que nous demandons aux autres. Commençons d'abord par nous-mêmes. Alors, sur ce, j'invite Madame la questeur à prendre avec courage les micros de l'Assemblée nationale. Non. Non, Madame la questeur, il n'y a pas de huis clos ici. Le huis clos, ça sera au moment des détails qui sortiront du contrôle de la commission ad hoc. Moi, je suis en train de suivre le texte, le règlement intérieur. Ça, c'est le règlement intérieur. L'honorable Maillot nous a demandé de rester dans le règlement intérieur. Alors, si elle ne le fait pas, la commission va travailler sur quoi? Bon, Madame la questeur, vous avez la parole in globo. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, c'est avec un sens élevé de devoir et un attachement ferme de principe de redevabilité et de transparence que je me tiens devant votre auguste Assemblée, conformément à l'article 147, alinéa 6 de notre règlement intérieur, pour vous présenter le rapport de gestion financière de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2024. Cet exercice de redevabilité se déroule aujourd'hui dans un contexte particulier, marqué notamment par les contraintes budgétaires consécutives à la guerre de l'agression nous imposée par le Rwanda et les supplétifs du M23. Cette situation impose à la République un impératif de sobriété,
qui a conduit à la réduction de train de vie des institutions de la République. À cet effet, notre organe législatif a été fortement éprouvé par suite de contradictions des contractions nominales, j'y arrive, de sa dotation de l'ordre de 40%. Depuis le début de cette législature, en termes réels, si nous considérons la dépréciation du franc congolais, la dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation depuis le début de cette législature, en termes réels, si nous considérons la dépréciation du franc congolais, la dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation extrême des dépenses exécutées. Il faut aussi souligner que ce rapport intègre et traduit les difficultés liées à l'installation d'une nouvelle législature qui devrait à la fois gérer le passif, en même temps prendre en charge les nouveaux honorables députés. Cependant, malgré ces contraintes importantes à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, votre bureau n'a ménagé aucun effort pour faire preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à la disposition de notre Chambre et dont le déficit par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages difficiles. Point 1, des données financières. Pour l'année 2024, les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale ont été arrêtées à la hauteur de 1296,3 milliards de francs congolais pour couvrir 4 grandes rubriques, à savoir les rémunérations, les fonctionnements, les investissements et les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Cependant, la loi de finances pour l'exercice 2024, telle que votée et promulguée, n'a consacré à notre Chambre qu'une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% de besoins véritablement exprimés et dont la hauteur a été rigoureusement évaluée par une commission technique mise en place à cet effet. Sur cette enveloppe accordée de 782,6 milliards de francs congolais, seulement 718,1 milliards de francs congolais ont été effectivement décaissés par le Trésor public, réduisant le taux de couverture de besoins réels de l'Assemblée nationale à seulement 55,39%, sans compter l'incidence de taux de change. Il s'y est de noter que, en cours d'exercice, une loi financière rectificative a été votée et promulguée, consacrant une réduction supplémentaire de crédits alloués à l'Assemblée nationale pour les ramener à 604,1 milliards de francs congolais, soit un taux de couverture de 49,38% de besoins de notre Chambre. C'est dans ce contexte qu'il importe de nuancer toutes les idées reçues malheureusement véhiculant au sein de l'opinion. Cet état de choses a accentué les difficultés éprouvées pour votre bureau
à faire face aux besoins de fonctionnement avec impact négatif sur les conditions de travail de vie des honorables députés, des personnels de l'administration et de nos cabinets qui nous accompagnent. Cependant, comme vous pouvez le constater, votre bureau a dû assumer avec rigueur et responsabilité sa mission. Avec cette enveloppe déjà fortement comprimée, votre bureau a priorisé certaines dépenses incompressibles de son fonctionnement, notamment celles liées à la rémunération des honorables députés, aux réserves parlementaires ainsi qu'aux pensions de retraite viagères versées aux députés honoraires, dont l'enveloppe a été durement doublée pour cette législature, à la suite de la prise en compte d'un lot important de nouveaux bénéficiaires. Ceci n'a pas manqué d'exercer un effet d'éviction sur les autres dépenses des fonctionnements pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des soins médicaux des honorables députés, de l'entretien du bâtiment, de l'hygiène et des conditions de travail, ainsi que certaines missions parlementaires au caractère pourtant stratégique. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques ont essentiellement couvert les missions diplomatiques et politiques. Ici, il importe de rationaliser les ressources disponibles à travers une planification plus rigoureuse des missions. Quant à la rubrique des investissements qui prévoyait la construction d'un centre médical de l'Assemblée nationale, son exécution est de 0%. Ici, la nécessité d'assurer aux élus une prise en charge médicale convenable doit être couplée avec l'impératif de recherche de solutions innovantes en matière d'assurance et de couverture médicale des honorables députés et leurs dépendants, des députés honoraires, des personnels politiques et administratifs. 2. Difficultés rencontrées. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, au courant de l'exercice budgétaire écoulé, notre Chambre législative a fait face à plusieurs difficultés majeures dans la gestion des finances de notre Chambre, notamment une dotation mensuelle largement inférieure aux besoins réels, comme je l'ai souligné précédemment, soit 28,8 milliards de francs congolais reçus contre 48,9 milliards attendus. 2. Des restrictions administratives empêchant l'accès fluide aux fonds qui génèrent des intérêts débiteurs et des frais de charges démesurés affectant ainsi notre trésorerie. 3. Des contraintes de gestion de la trésorerie causées par des décaissements tardifs et partiels de la dotation. 4. L'absence d'un système informatisé de gestion comptable entravant les suivis optimal des dépenses. 5. Le déficit de financement de régime CESOPA d'un montant de 5,45 milliards de francs congolais qui a été compensé par les ponctions sur les frais de fonctionnement. Conclusion. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, tout en sollicitant de cette auguste plénière pour son accompagnement dans l'amélioration des conditions de travail de tous les membres de notre institution, nous nous soumettons à vos observations et vos recommandations. Ainsi,
nous sollicitons la recevabilité de ce rapport avant de la transmettre à la commission spéciale de contrôle sur la gestion de ressources financières comme prévu par notre règlement intérieur pour son examen. Je voudrais souligner ici les documents chiffrés et détaillés. Nous allons les envoyer à la commission. Je vous remercie. Merci. Merci, honorable. Merci, Madame la questeur de l'Assemblée nationale, pour votre rapport. Oh, Koyi. Attention, Koyi, au harcèlement. Attention, harcèlement. Même André Mouchongo, je l'ai entendu crier à distance. André Mouchongo, je comprends pourquoi Inagosi... Hein? D'abord, Mouchongo, je comprends pourquoi Inagosi vous avez fui un peu. Et puis Bouchab aussi. Tu es toujours avec elle. Non, ça va, honorable Koué. Je t'aime beaucoup, mais assieds-toi quand même. Assieds-toi, s'il te plaît, honorable. Merci. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Honorable député, chers collègues, vous voyez que trop de prudence nous expose finalement. Je crois que la transparence, c'est l'antidote de la médisance et de la diffamation. Tout le monde ici, quand on dit que ça ne va pas, il n'y a pas d'électricité, mais les gens que nous avons élus, ils font quoi? Je ne sais pas si vos électeurs ne vous posent pas ce genre de questions. Un pont qui se casse quelque part, mais nos députés, ils font quoi? Pourquoi le pont entre Lodja et tel coin, pourquoi ce pont-là est cassé? Depuis autant de mois. Rarement la population, je ne demande pas qu'elle s'en prenne au ministre, mais on fait la séparation des pouvoirs. C'est le gouvernement qui a la gestion au quotidien de l'État. Ici, le rapport qui vous a été présenté, en fait, vous avez compris pourquoi toutes les promesses que le président de l'Assemblée nationale vous avait faites n'ont pas été réalisées. D'abord, nous arrivons, le budget, c'est 1,296 milliard. Il est déjà amputé par rapport à celui de la législature passée. Mais on les rectifie, on les ramène à 786 millions. 786 milliards, voilà. Et donc une réduction de 60,37%. Et on s'est compris les rémunérations, c'est les émoluments des députés. Sur le plan numérique, on peut dire qu'on a divisé les chiffres de 48,7 et on l'a ramené à 28 milliards. Et il faut ajouter aussi l'élément d'évaluation. J'ai posé la question aujourd'hui à mon prédécesseur, que j'ai la chance d'avoir dans la salle, l'honorable Mbosso, quand les émoluments des députés avaient été adoptés, les taux étaient de 20, n'est-ce pas, honorable président? De 20. Aujourd'hui, il avoisine de 30. Mais en même temps, on coupe de 40%. Donc, avant même que le gouvernement annonce la réduction des trains de vie, il faut que l'opinion sache que les députés ont déjà consenti, ont déjà subi cette coupe chirurgicale de la part du gouvernement. La démarche que le président de la République attendait du gouvernement, c'était que
toutes les institutions soient concernées au même niveau. Présidence de la République, gouvernement, et Assemblée nationale, Sénat, etc., etc. Nous devrions faire les mêmes efforts. Encore qu'on pouvait nous comprendre, nous qui n'avons pas de primes exceptionnelles, de faire moins d'efforts que les amis du gouvernement qui ont tout le temps des commissions qu'ils créent et où ils se retrouvent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, il n'y a rien qui se cache. Dans cette salle, nous avons des anciens premiers ministres. Dans cette salle, nous avons des anciens vice-premiers ministres. Dans cette salle, nous avons des anciens ministres d'État. Nous avons des anciens ministres. Nous avons des anciens vice-ministres. Nous avons des anciens gouverneurs de la Banque centrale. Donc, personne ne va mentir à personne. Ce que nous demandons, c'est l'équité. Puisque je dois vous dire, chers amis, si vous ajoutez à cela la CESOPA, qui est passée, puisque les anciens députés, on les enregistre après chaque législature. L'honorable président Bosso, je crois que vous étiez à 3,6 milliards qui devait payer, avec un budget presque le double de nôtre, mais nous devons payer 5,4 milliards avec un budget, la moitié du budget de la législature passée. Et le ministère des Finances continue à envoyer 3,6 milliards. Donc ça signifie que, un instant, il faut bien comprendre ça. Vous voyez pourquoi il est difficile de faire une mission contrôle de parlementaire avec vous autres. Écoutez d'abord, vous allez réagir après. Donc ce qui fait que quand on parle de la dotation de 48,7 milliards, à l'époque, là-dedans, on avait les rémunérations des députés, on avait le fonctionnement de l'administration secrétaire générale et des différentes directions de l'administration de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des bureaux. Les cabinets, nous n'avons même pas encore nommé nos membres de cabinet, par manque de moyens. Aucun membre des bureaux ici n'a nommé les membres de son cabinet puisqu'il ne sait pas comment il va les payer. Alors, aujourd'hui, nous vous avons promis une belle salle de la plénière. Vous-même, vous voyez les bois, surtout les gens qui sont à la première rangée, ils reçoivent de la poussière, n'est-ce pas, qui sort de ce bois. Et calmez-vous, le président de la République lui-même avait constaté cela et avait demandé qu'il faut absolument qu'on puisse refaire cette salle plénière avec les normes des parlements. Il avait même dit